Rue aujourd'hui, 3 novembre, des nouvelles ont commencé à se répandre sur le réseau, comme si des bunkers construits en Ukraine pour protéger les installations énergétiques avaient été détruits. Certains ont déjà réussi à les surnommer les bunkers de Zelensky, mais honnêtement, d'après la description, ils ressemblaient plus à des boîtes en béton temporaire avec des persiennes aux fenêtres et des grilles autour des transformateurs. En apparence, tout était solide, mais en réalité, c'était une illusion de protection. Beaucoup sur place disaient que ces constructions étaient censées résister à des frappes directes, mais lorsque les bombardements ont commencé, il est devenu clair que le calcul était erroné. Même de légères attaques aériennes réduisaient ces structures en poussière. L'ironie est que tout cela ressemblait à une nouvelle victoire qui s'est transformée en ce que l'équipement lui-même et la protection autour de lui se sont avérés inutiles. Pendant ce temps, la situation sur le front a recommencé à changer. La saillie de Dobrovski est comme un volcan, tantôt elle se calme, tantôt elle recommence soudainement à gronder. On rapporte que des combats acharnés ont lieu dans plusieurs localités. Quelque part, les nôtres ont légèrement avancé, quelque part, au contraire, ont dû reculer. En substance, la ligne de front est vivante, elle respire et bouge constamment. L'un des analystes militaires, Radov, a raconté que nos combattants semblaient avoir tenu leur position près de Zatichok, mais que des échanges de tirs nourris se poursuivent dans les villages voisins. Dans certaines zones, le front oscille littéralement d'avant en arrière. Aujourd'hui, le champ béquet est gris. Demain, quelqu'un entre à nouveau et s'y installe. Cela semble insignifiant, mais ce sont ces balancements qui épuisent les deux camps. On dit que c'est particulièrement difficile dans les zones où le front traverse les villages. Là, chaque maison se transforme en une forteresse distincte. Les gens qui sont restés vivent dans des caves pendant des semaines, constamment dans le fracas, et les drones planent dans le ciel 24 heures sur 24. Aucune stabilité. Tantôt les nôtres prennent un quartier, tantôt les troupes ukrainiennes le reprennent. Tout repose sur l'endurance et l'obstination. La situation près de Pokrovsk est une histoire à part. Là, les lignes de contact coupent littéralement la ville en morceaux. La partie nord est toujours sous le contrôle des forces ukrainiennes et les nôtres avancent progressivement le long des rues, maison après maison. Les combats sont rapprochés, lents, urbains. Quand on regarde les cartes, on a l'impression que quelqu'un a étalé le front au pinceau. Un quartier est gris, un autre est à nouveau contesté. Selon les rapports, il y a aussi du mouvement depuis le sud-ouest. Certaines unités, dit-on, se sont installées dans plusieurs nouveaux points, mais le front oscille constamment. L'adversaire a aussi suffisamment de force, soit ils ont ramené des réserves, soit le renseignement a suggéré des directions fructueuses. Même une petite contre-attaque peut changer la donne de la journée. Et l'histoire du débarquement en hélicoptère ressemble à un film d'action. Les renseignements ukrainiens auraient tenté de faire débarquer des forces spéciales pour débloquer l'approvisionnement près de Pokrovsk, mais l'opération a échoué. L'hélicoptère a été abattu et les combattants n'ont pas pu s'implanter. Tout le monde dit des choses différentes, mais le sens général est le même. Il y a eu une tentative, mais elle s'est terminée tragiquement. Si l'on considère les choses dans leur ensemble, toute la ligne de Pokrovsk à Mirnograd ressemble actuellement à un énorme pendule. Les nôtres essaient de tenir la défense et d'avancer en même temps. Les forces ukrainiennes agissent à peu près de la même manière. Courte poussée, percée locale, puis repli, chaque mètre est gagné de haute lutte. Et bien que nous avancions quelque part, on ne peut pas dire que la situation est totalement sous contrôle. Abonnez-vous à la chaîne Commandor, les dernières nouvelles et les rapports du front. Pendant que tout le monde surveille Pokrovsk, il ne faut pas oublier les secteurs voisins du front. À Mirnograd, par exemple, la situation est également à la limite. Là, les unités russes, selon les informations, avancent lentement mais sûrement à travers les quartiers nord, où les troupes ukrainiennes ont construit de véritables forteresses. Chaque maison y est fortifiée. Sacs de sable, blocs de béton, même des grilles métalliques aux fenêtres, mais la pression augmente de jour en jour. Les experts militaires écrivent que si les nôtres parviennent à prendre quelques-unes de ces zones fortifiées, la défense de l'ennemi pourrait tout simplement s'effondrer. Ensuite, il y a un espace ouvert, des champs où les drones et l'artillerie ont un avantage.
Mais comme toujours, tout dépend de petits détails. Les conditions météorologiques, le moral, la vitesse, l'approvisionnement. Une seule mauvaise décision et il faut se retirer sur les anciennes lignes. Il est intéressant d'observer comment les deux camps apprennent littéralement sur le tas. Par exemple, avant, tout le monde misait sur des attaques bancaires massives et maintenant sur de courtes sorties ponctuelles, entrer rapidement et s'installer, se retirer si nécessaire, sans perdre le rythme. De plus en plus de combats ont lieu la nuit avec l'utilisation de caméras thermiques et de drones dans les airs. Ils bourdonnent constamment, le renseignement, les correcteurs. L'infanterie ne peut plus faire deux pas sans regarder le ciel. Radov, dans sa dernière analyse, écrivait qu'actuellement, le front ressemble à une balançoire. Aujourd'hui, le succès dans une direction, demain, l'ennemi reprend ses positions dans une autre, et bien que rien ne change radicalement au niveau mondial, en raison des mouvements constants, il y a une sensation de chaos. Mais c'est ça, la guerre moderne, sans ligne, sans repos, avec un mouvement perpétuel. Dans ce contexte, la partie ukrainienne, selon diverses sources, rassemble des forces pour une nouvelle percée. On dit qu'il prépare deux puissants groupements de frappe, un près de Dobropol, l'autre plus près de Gritino. Le but est d'essayer de frapper simultanément Pokrovsk de différents côtés et de percer l'encerclement. Le plan semble logique, mais le risque est énorme. Après tout, pour cela, ils doivent retirer une partie d'autres directions où la défense est déjà à la limite. À en juger par les fuites des chaînes militaires, le matériel et le personnel sont transférés à la hâte. Wagons, colonnes, tout va continuellement. Quelqu'un écrit que dans certaines zones, le front a littéralement été dénudé, disant qu'ils ont décidé de tout miser sur une seule carte. Et c'est, comme vous le comprenez, dangereux. Si le pari ne fonctionne pas, les conséquences pourraient être graves. Pokrovsk, pendant ce temps, reste au centre de l'attention. Cette ville est depuis longtemps devenue un nœud dont dépend l'approvisionnement de tout le groupement de troupes ukrainiennes dans la région de Donetsk. La perte de son contrôle pourrait déclencher une réaction en chaîne. Les lignes d'approvisionnement seraient recoupées et il deviendrait beaucoup plus difficile de tenir la défense. C'est pourquoi les deux camps tiennent bon de toutes leurs forces. Le commandement ukrainien, comme l'écrivent certains observateurs, tire littéralement le maximum de ses réserves. Même les unités de défense territoriale et les nouvelles recrues, qui étaient auparavant laissées à l'arrière, se rendent maintenant près de Pokrovsk. Tout cela pour éviter l'encerclement. En substance, ils sont actuellement à un moment de vérité. Soit ils tiennent, soit ils doivent reculer et reconstruire toute la ligne. Il est intéressant de noter que les médias occidentaux ont également commencé à en parler. Par exemple, les Britanniques laissent prudemment entendre qu'une concentration trop dense de troupes sur un seul secteur pourrait se transformer en une mauvaise surprise. Si le front s'affaisse quelque part, il faut aussi y mettre quelqu'un, et les réserves, comme on le sait, ne sont pas infinies. Pendant ce temps, dans le sud, plus près de Zaporogie, les unités russes auraient recommencé à avancer activement. Il y a peu d'informations pour le moment, mais il y a des données sur la réduction progressive de la ligne de défense de l'ennemi. Tout se passe lentement, mais sûrement. L'artillerie travaille presque sans interruption et les drones corrigent chaque tir. Parfois, il semble que toute la guerre s'est transformée en une compétition de technologie. Qui remarquera plus vite, qui frappera plus précisément, qui mettra hors service en premier un système de communication ou un radar. Même les combattants plaisantent en disant que l'arme principale n'est plus un fusil mais un contrôleur de drone. Mais derrière cette façade ludique se cache une dure réalité. Chaque jour, de nouvelles pertes, de nouveaux visages, de nouvelles destructions. Et dans ce contexte arrive une nouvelle qui ne concerne pas le front, mais qui touche quand même les nerfs. La Russie a officiellement mis fin à l'accord avec la Finlande, qui était en vigueur depuis plus d'un demi-siècle. Il s'agit d'un accord énergétique en vertu duquel l'Union soviétique fournissait autrefois de l'électricité en échange de l'utilisation conjointe des ressources en eau. À l'époque, cela semblait éternel, un symbole d'amitié et de coopération. Mais les temps ont changé.
Après tous les événements de ces dernières années, l'accord a perdu son sens. Maintenant, la Russie a simplement clos la question, mettant un point final à une histoire longue de plusieurs décennies. Certains considèrent cela comme une formalité, d'autres comme un symbole de la rupture définitive des anciens liens. En tout cas, une époque est révolue. Après toutes ces nouvelles sur le front et l'énergie, des discussions ont commencé sur un nouveau sujet. Les essais du Bourvesnik. Pour être honnête, c'est une histoire qui sonne presque comme de la science-fiction. Un missile à propulsion nucléaire qui peut voler pendant des mois sans ravitaillement, cela ressemble à quelque chose que les scénaristes ont inventé, pas les ingénieurs. Mais, comme l'affirment des sources, tout cela est réel. Les essais ont eu lieu et la réaction en Occident a été, c'est le moins qu'on puisse dire, alarmante. Les experts militaires expliquent que l'idée du Bourvesnik n'est pas nouvelle. On dit que ce projet a été travaillé à l'époque soviétique, seulement maintenant la technologie a permis de mener à bien l'idée. Le principal avantage est une portée presque illimitée, c'est-à-dire que le missile peut faire le tour du monde et revenir si nécessaire. Ce n'est plus seulement une arme, mais un signal politique. Mais, comme c'est souvent le cas, derrière une percée technique se cache aussi un aspect tragique. Après tout, la création de tels systèmes, ce sont des années d'expérimentation, de risques et hélas de pertes humaines. Tout ne se passe pas sans heurts, surtout lorsqu'il s'agit de technologies nucléaires. Et même maintenant, alors que les résultats sont qualifiés de réussis, de nombreux spécialistes reconnaissent que le chemin a été difficile et le prix élevé. D'un autre côté, la Russie, par ses essais, a semblé rappeler à tous, malgré les sanctions, les pressions et les crises, le potentiel scientifique est resté. D'une certaine manière, c'est une démonstration que le pays est toujours capable de créer quelque chose que personne d'autre n'a. Mais autour de cet événement, on ressent aussi de l'inquiétude. Après tout, tout essai avec l'énergie atomique suscite des associations non seulement avec la puissance, mais aussi avec le danger. Pendant ce temps, revenant aux événements sur Terre, il est clair que le fond d'information est devenu beaucoup plus dense. Chaque jour, des dizaines de messages, de vidéos, de rumeurs. Quelque part, on enregistre de nouvelles attaques de drones. Quelque part, des frappes sur les infrastructures. Les gens sont fatigués du flot de nouvelles, mais en même temps, ils ne peuvent pas s'en détacher. Il semble que tout ce qui est important se passe en ce moment même et qu'il ne faut manquer aucun détail. Et à l'arrière, pendant ce temps, ce n'est pas non plus calme. Dans différentes régions, on renforce le contrôle du système énergétique. On parle de la protection des installations critiques. Après le début d'une série d'attaques contre les sous-stations ukrainiennes, de nombreux pays ont revu leurs approches en matière de sécurité énergétique. Après tout, il s'est avéré qu'un transformateur ordinaire peut être non seulement une pièce détachée, mais une cible dont dépend toute une ville. De nombreux commentateurs, en particulier les blogueurs militaires, notent que l'hiver actuel pourrait être un tournant. Tout dépend non seulement des combattants et du matériel, mais aussi des ressources, la chaleur, la lumière, l'approvisionnement. Sans cela, aucune armée ne peut tenir longtemps. Par conséquent, les frappes énergétiques ne sont pas seulement une tactique, mais toute une stratégie de pression. Parfois, on regarde tout ce qui se passe et on se surprend à penser que le monde s'est divisé en deux couches. Dans l'une, la guerre, les cartes, les rapports. Dans l'autre, la vie ordinaire. Les gens continuent de travailler, d'élever des enfants, de planifier l'avenir, bien que les nouvelles rappellent chaque jour que la stabilité est une chose relative, et la fatigue se fait de plus en plus sentir non seulement physique, mais aussi morale. Dans ce contexte, les décisions internationales commencent à attirer de plus en plus d'attention. Par exemple, la rupture de l'accord avec la Finlande n'est pas devenue simplement un acte bureaucratique, mais un symbole. Après tout, autrefois, de tels accords étaient considérés comme une garantie de stabilité, et maintenant, l'un après l'autre, ils appartiennent au passé. Chacun d'eux est un morceau de l'ancien monde qui ne reviendra plus. De nombreux commentateurs notent que c'est précisément maintenant que se forme une nouvelle réalité sans règles habituelles et sans prévisibilité. Et si avant on pouvait parler de guerre froide au sens figuré, maintenant cela redevient littéralement actuel. Le monde change rapidement et il semble que personne ne comprenne complètement où tout cela mène. Mais il y a aussi un autre aspect, humain.
Chaque jour, quelqu'un sauve des gens des bombardements, quelqu'un répare les lignes électriques, quelqu'un apporte simplement du thé chaud aux combattants. Ces petits détails ne figurent pas dans les rapports officiels, mais ce sont eux qui maintiennent tout à flot. Sans cela, ce serait très différent. En écoutant les histoires mieux que de là-bas, on comprend que chacun a sa propre bataille. Pour certains, c'est en première ligne, pour d'autres, à l'arrière. Et bien que l'ampleur des événements soit énorme, à l'intérieur, tout se résume à des choses simples. Survivre, aider, attendre des nouvelles, c'est peut-être là le véritable sens de ce qui se passe actuellement. Pas dans les missiles et les rapports, mais dans les personnes qui continuent à vivre malgré tout. Et moi, en attendant, je vous rappelle que vous pouvez trouver les dernières nouvelles sur la chaîne Commandor. Abonnez-vous pour être toujours au courant des événements. Au matin, les événements se sont comme un peu calmés, mais ce calme est trompeur. Ceux qui suivent tendre le front chaque jour savent déjà que si la carte est devenue plus silencieuse, cela signifie que quelque part, on se prépare à une nouvelle étape. Tout le monde dit que le moment décisif pourrait être devant nous, où il deviendra clair qui gardera l'initiative. Sur les approches sud-ouest de Pokrovsk, ça tonne toujours. On rapporte que les deux camps se renforcent, creusent de nouvelles lignes, rapprochent des réserves, on se bat pour chaque kilomètre, pour chaque hauteur. Et bien qu'au niveau mondial, les lignes de front ne bougent presque pas, les petits changements s'additionnent chaque jour pour former une image globale où la fatigue se fait déjà sentir dans tout, dans les mots, dans les visages, même dans les images qui circulent sur le réseau. En même temps, on sent que le conflit a depuis longtemps dépassé les limites de la géographie. C'est devenu quelque chose de plus grand, une vérification de qui tiendra, qui pourra s'adapter. Tout le monde comprend que la guerre a depuis longtemps cessé d'être une simple opération militaire. C'est une histoire d'endurance, de capacité à vivre dans des conditions où tout est instable. De nombreux analystes militaires disent « c'est maintenant le moment où ce ne sont pas seulement les canons et les missiles qui décident, mais aussi la capacité du système à fonctionner sous pression ». Après tout, le front, ce ne sont pas seulement des soldats, c'est la logistique, les communications, l'approvisionnement, le moral. Tout dysfonctionnement dans la chaîne peut entraîner des conséquences qui se font sentir à des centaines de kilomètres. Parallèlement, la tension monte aussi dans la société. Les gens discutent de plus en plus de combien de temps cela va encore durer et à quoi cela va mener. Mais, curieusement, dans de telles conversations, il n'y a pas de panique mais une sorte de calme particulier. Comme si tout le monde avait compris qu'il n'y a pas de retour en arrière et qu'il ne reste qu'à avancer pas après pas. À Kiev, dit-on, l'atmosphère est aussi nerveuse. La direction du pays s'efforce de montrer que la situation est sous contrôle, que l'armée est toujours capable d'attaquer. Pour eux, cette phase n'est pas seulement militaire, mais politique. Le succès de l'opération près de Pokrovsk pourrait être un argument pour les Alliés, montrer que l'aide n'est pas vaine. Mais si le plan échoue, la confiance commencera à s'effriter et avec elle, le soutien. Et dans ce contexte, le monde semble figé dans l'attente. Dans les états-majors, les générateurs vrombissent sur les bases, on fait le plein du matériel, les analystes comparent les cartes et quelque part, de simples gens attendent simplement des nouvelles, des lettres, des messages de leurs proches. Cette attente est devenue un état quotidien, une partie de la vie que personne n'essaie plus de nier. Les dernières nouvelles et les rapports sur la chaîne Commandor, pendant ce temps, dans le nord du pays, on continue de renforcer les frontières. On dit qu'on y a renforcé la surveillance et installé de nouveaux systèmes de contrôle. Tout cela fait partie d'un grand processus. Le monde se reconstruit lentement mais sûrement, revenant aux anciens instincts de sécurité. Après une décennie d'illusions selon lesquelles le danger n'existe plus, tout le monde se souvient à nouveau que les frontières ne sont pas seulement des lignes sur une carte. Et en coulisses, d'autres choses se passent, les centres scientifiques, les usines, les instituts, tout fonctionne en mode surcharge. Quelque part, on ressuscite d'anciens développements, quelque part, on lance de nouveaux projets dont dépendent les technologies futures. Et bien qu'il semble qu'en ce moment toute l'attention soit rivée sur le front, en réalité, à l'intérieur du pays se déroule une autre lutte non moins importante pour l'avenir. L'histoire du Bourevestnik est devenue un symbole de cette époque. Oui, c'est une arme, mais en même temps, c'est un indicateur que les ingénieurs, les concepteurs et les scientifiques sont capables d'aller de l'avant, même dans les moments les plus difficiles.
Quand on regarde tout ce qui s'est passé ces jours-ci, des combats près de Pokrovsk aux essais du Bourevestnik et à la fermeture des anciens accords énergétiques avec la Finlande, on a l'impression qu'il y a devant nous plusieurs histoires entrelacées en une seule. Chacune d'elles est importante à sa manière, mais ensemble, elles créent une image complète de ce qui se passe, tendue, contradictoire et en même temps très vivante. Sur le front se poursuit une lourde confrontation. La saillie de Dobrovski, Pokrovsk, Mirnograd, des noms qui résonnent maintenant chaque jour comme des symboles d'intransigeance et de mouvements épuisants d'avant en arrière. La ligne des combats change constamment, se transformant tantôt en balançoire, tantôt en un équilibre instable. Les deux camps tentent de garder l'initiative et chaque mètre de terrain est gagné au prix d'efforts et d'endurance. C'est une partie de l'histoire des personnes qui tiennent leur position, construisent des abris, font voler des drones et en même temps continuent à vivre comme ils le peuvent dans des conditions où il n'y a ni repos ni prévisibilité. Parallèlement, la lutte pour les ressources et l'énergie se poursuit non seulement sur le champ de bataille mais aussi en politique. La rupture de l'ancien accord avec la Finlande est devenue un signe de la façon dont la logique même des relations internationales change. Là où il y avait autrefois une interdépendance économique, il y a maintenant du calcul et de la prudence. Il semblerait qu'il s'agisse simplement d'une décision formelle, mais elle symbolise la fin de toute une époque où il restait encore des vestiges de confiance entre les voisins. L'essai du missile Bourevestnik est devenu une autre facette de cette nouvelle réalité. D'une part, une percée technologique, une démonstration de capacité, d'autre part, un rappel que le monde vit toujours sous l'ombre de l'ère nucléaire. De tels projets montrent que l'humanité est capable de grandes découvertes, mais derrière chacune d'elles se cache à la fois un risque et une responsabilité. Tous ces événements, le front, l'énergie, la science, sont liés par une seule idée. Le monde est entré définitivement dans une phase où il n'y a pas de poinçon stable, chaque décision entraîne des conséquences et aucun pays ne peut se sentir à l'écart. Certains construisent de nouvelles alliances, d'autres s'enferment à l'intérieur, d'autres encore cherchent un chemin entre ces extrêmes. Et peut-être que la principale conclusion ici n'est pas sur les victoires et les défaites, mais sur le fait que tout ce qui se passe fait partie d'une période de transition. L'ancien ordre s'effondre, le nouveau est en train de se former et même si on voudrait arrêter ce processus, il suit son cours à travers les erreurs, à travers les conflits, à travers la douleur humaine, mais dans toute cette mosaïque, il y a aussi des choses calmes et simples qui rappellent pourquoi tout cela est vécu. Les gens qui continuent à s'entraider, à réparer les maisons détruites, à rendre la lumière et la chaleur. C'est précisément de ces détails que naît l'espoir, car même si le présent semble sombre, il reste toujours une chance que demain commence un nouveau chapitre, sans explosion, sans alarme, juste avec le silence. Ouais.